Bonjour à tous et bienvenue sur France Rally. Moi c'est Franck et je serai votre guide aujourd'hui pour un petit voyage dans l'histoire de Peugeot en sport automobile. Alors pour ceux qui ne connaîtraient pas Peugeot, avant de connaître Peugeot pour la marque de voiture qu'on connaît, avant de faire des moulins en 4 cylindres, ils faisaient des moulins mais comme ça, des moulins à café. Ouais, c'est leur prod. En fait à la base, Peugeot n'est absolument pas dans l'automobile. Peugeot, c'est des fabricants de un peu tout et n'importe quoi. De l'outillage, moulin à café, alors pas de l'électroménager, parce qu'à l'époque ça n'existait pas, c'était juste du matériel ménager. On doit la marque Peugeot telle qu'on la connaît maintenant pour l'automobile grâce à ce monsieur en fait qui est Armand Peugeot, qui est un des frères Peugeot, un des fondateurs, et qui a créé lui une entité spécifique Peugeot pour l'automobile. Le mec avait très vite compris qu'il y avait un marché là-dedans, qu'il y avait quelque chose à faire. Et il a aimé ça en fait, il s'est jeté dedans, il a aimé ça, et c'est Peugeot tel qu'on le connaît maintenant. En fait, en 1895, il va sortir une voiture qui est la Type 7 que vous avez juste là, et cette Type 7, ça va être la toute première voiture à gagner une course chronométrée au monde. Voilà, ils ont fait une course, la course, c'était Paris, Bordeaux, Paris. Ce sera la première course chronométrée au monde, et ce sera cette voiture qui va gagner cette course-là. Donc en fait, en 1913, Peugeot va aller aux États-Unis, va aller se battre sur les terres américaines et va aller gagner Indianapolis avec cette voiture, la L76, à un 4 cylindres de 7 litres 3. C'était des cylindrées juste monstrueuses pour des moteurs réellement pas si performants. C'était des gros bousins, des gros cylindrées, mais réellement très peu de puissance. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, l'Indianapolis, c'est un énorme ovale. Et le but, c'est d'aller le plus vite possible. Alors autant maintenant, vous avez ce qu'on connaît maintenant en NASCAR. Donc là, les mecs prennent 200 miles sur les 500 miles d'Indiana et ça attaque très fort. Les mecs, c'est 2-3 de front et ça lâche jamais. À l'époque, c'était la même chose, mais à des vitesses vachement plus raisonnables, beaucoup plus basses. Et heureusement, parce que vu les caisses que c'était, là tu te mettais une sortie, c'était pas beau. Clairement, c'était vraiment pas beau, quoi. Donc ce modèle L76 en fait va gagner Indianapolis en 1913, mais ils vont gagner surtout avec un pilote français, Jules Gou, qui du coup en fait que Peugeot sont les premiers à être partis à l'étranger, gagner une course avec un pilote natif du pays, c'est-à-dire que on avait une voiture française avec un pilote français. Alors après, il y a eu une autre course, un autre 500 miles auquel Peugeot a participé, toujours avec la L76, mais cette fois avec un pilote italien pour les 500 miles. Et en fait, réellement, ces 500 miles ne vont pas être 500, mais 300 miles à cause des restrictions de la guerre, de la Première Guerre mondiale. Et en fait, Peugeot gagnera à nouveau. Ils auront gagné 2 fois Indianapolis, une fois le vrai 500 Indiana, et une fois une version tronquée, ce sera le 300 miles Indianapolis. Oui, du rallye, bien sûr qu'il y en a. Et heureusement qu'il y en a. Là, on se retrouve en 1975. 1975, Peugeot se lance dans le championnat du monde des rallyes. Ils vont se lancer avec une voiture assez sympa quand même, qui est la 504 Groupe 4. Et ils vont aller commencer à se tartiner la gueule avec les copains en championnat du monde. Donc on se retrouve fin du championnat en 1978. Et en fait, Peugeot sera allé chercher 5 victoires en championnat avec cette fameuse 504. En fait, réellement, c'est à partir de là que tout change et que Peugeot va commencer à créer la légende de Peugeot Sport et devenir en fait des monstres en sport automobile. Messieurs, dames, bienvenue en 1982, bonne année à tous. Michel Drucker présente le premier Champs-Élysées. La retraite passe à 60 balais. On pleure malheureusement la perte de feu Jacques Villeneuve. Et un cosmonaute français, Jean-Louis Chrétien, devient le premier français dans l'espace. Et du coup, je vous prie de vouloir accueillir évidemment le remplaçant du groupe 4 et du groupe 5, qui n'est d'autre que le groupe B. Et en fait, le groupe B, ça va devenir la catégorie reine, le patron championnat du monde. Sauf que tout le monde va vouloir sa part du gâteau. Et Peugeot va s'inscrire en championnat en groupe B. Alors pour ça, ils vont prendre une voiture. Ils viennent de sortir une voiture un petit peu connue, qui aura fait des grandes heures, c'est la 205. Et les mecs se disent, je prends une 205. À la base, c'est un 4 cylindres 1900 pour la GTI, pour ceux qui ont eu la chance de connaître. Et en fait, les mecs vont y greffer un bon bousin dedans et surtout un turbo. Ça va devenir la 205 T16 et ils vont rentrer en championnat du monde des rallyes en groupe B avec la 205 T16 que beaucoup connaissent. Bon, cette T16, c'est la petite nouvelle. En 84, les débuts sont un peu calmes quand même. 3 victoires sur le championnat du monde, ce qui est clairement pas dégueulasse pour une voiture qui sort de fabrication et qui est encore, mine de rien, en phase de développement. Bon, là, on va prendre 2 années en une fois. 85, 86. Là, c'est bon. Peugeot se dit, maintenant, on met du pognon sur la table et on y va.
Ils s'engagent en championnat du monde en version constructeur, c'est-à-dire que là, c'est vraiment Peugeot en fait, réellement qui est derrière et qui dit on monte une écurie Peugeot Sport. Et là, ils vont commencer à faire rentrer la 205 et rentrer vraiment du pognon dedans. À tel point que Timo Salonen, un Finlandais, va gagner le championnat du monde avec cette fameuse 205 T16. En 86, Peugeot va racler à nouveau le titre constructeur, tant qu'on y a autant le récupérer. Et cette fois, le titre pilote, il est remporté par un autre pilote finlandais, Juha Kankkunen, qui était juste des dégénérés de manière, dès que c'est finlandais, ça roule très très fort, donc voilà. Et pareil, toujours au volant du 205 T16. Bon, le problème, c'est qu'on arrive sur la fin des années 80 et la disparition du groupe B. Le problème, c'est que disparition du groupe B, ça veut dire arrêt de la 205 T16, qui malheureusement ne parcourra plus nos routes en rallye. Bon, réellement, Peugeot va pas s'inscrire qu'en rallye, ils vont aussi s'inscrire en trophée, ça va être des trophées pistes par exemple, avec le trophée 505. Ils vont créer un trophée avec tout d'abord la 505 STI et après elle va être remplacée par la 505 Turbo qui va permettre de faire en fait un trophée sur circuit. Ouais, alors c'est vrai que suite au palmarès que Peugeot aura eu en rallye, ils ont trouvé le filon, ils ont compris qu'ils avaient des machines performantes, ils sont quand même allés gratter ailleurs. Ils sont allés gratter d'un côté au Dakar, aller se battre dans le sable, et à côté au Mans, aller se battre dans les unodières. 1987, Peugeot se retrouve quand même avec des caisses sur les bras. Ils vont se retrouver avec de la 205 T16 qui est là, pas trop savoir quoi en faire, et ils vont les inscrire au Dakar. En fait, ils vont faire une dérivée. Ils vont faire la 205 T16 Grand Raid, qui n'est ni plus ni moins qu'une 205 T16 préparée pour le Dakar. En fait, Peugeot va aller chercher un pilote connu, Harry Vatanen, sa première victoire, son premier titre au Dakar. Ils vont enfin marquer leur première lettre posée sur le palmarès du Dakar. Là, on arrive dans une année bénite pour Peugeot. En 88, ça va sûrement être une des plus belles années de sport automobile. Peugeot sort une nouvelle voiture, la 405 EMI 16. Bon, simplement, ils vont prendre la 405, ils vont la modifier et ils vont en faire comme pour la 205, mais cette fois, ce sera la 405 T16. Alors au Dakar, Peugeot va engager 4 voitures. 2 Peugeot 205 T16 Grand Raid et 2 405 T16 Grand Raid. Ces voitures-là, ils vont les engager et surtout, ils vont aller gagner, en fait. C'est là où c'est important, mais surtout l'histoire qui se passe derrière tout ça. Tout à l'heure, on a parlé d'un pilote, Juha Kankkunen, c'est lui qui va aller chercher la victoire, en fait, au Dakar sur une 205 T16. Mais réellement, il y a une histoire plus particulière au paddock. En fait, tout le long de la course, il y avait un certain pilote qui était en tête. Ce pilote, c'était Harry Vatanen. Vatanen, du début du rallye, depuis le premier jour, la première spéciale, il glane la première place. Le mec, il est là, il est posé. Sauf que Vatanen, il va lui arriver un truc incroyable. Bon, imaginez une histoire de fou. Vous êtes engagé au Dakar. Bon, à l'époque, c'était le Dakar de Balavoine, donc le vrai Dakar. Vous bouffiez du Sahara et fallait rouler. Vous êtes à l'hôtel, vous avez fait votre course pour le moment, vous êtes en tête, vous avez juste besoin de gérer le leadership. Vous savez que vous êtes devant, vous mettez une secouée à tout le monde, vous avez du chrono d'avance, vous savez qu'il vous reste que quelques étapes, il faut gérer le chrono, il faut gérer le roulage, gérer la voiture. Le but, c'est d'arriver à Dakar entier. C'est exactement ce que Vatanen s'est dit. Il s'est dit, nickel, j'ai juste à gérer. Et en fait, ça a été compliqué. Il se lève le matin, il descend directement, la team Peugeot est là, Jean-Todt est présent. Il descend pour chercher sa voiture au parc, plus de voiture. Simplement, la voiture n'est plus dans le parc fermé. Et là, ça commence à pas briller chez Peugeot, mais vraiment pas. En fait, il y a eu une demande de rançon, ça a été un peu bizarre cette histoire. La voiture va être retrouvée un peu plus tard, pas brûlée, pas volée, rien. La caisse a clairement été déplacée. Alors démarrer un groupe B, c'est pas vous démarrer une 205 dehors, d'accord ? À démarrer, il y a des pompes, c'est un vrai bordel, il y a une procédure, et putain, il faut des ingénieurs pour la faire péter quasiment. Donc, la voiture a été piquée, en tout cas, ça c'est une certitude, elle a été déplacée, demande de rançon, etc. La voiture est récupérée par Peugeot Sport. Le problème, c'est qu'en rallye, il y a un truc contre lequel on se bat et on peut rien faire, c'est le temps. Et le problème, c'est quand Vatanen se pointe au départ de la spéciale pour pointer, et l'horloge a tourné, il est en dehors des temps officiels et il est mis hors course, c'est comme ça qu'il perdra le Dakar. Bon, maintenant, imaginez Le Mans, le magnifique circuit du Mans, ligne droite des Unodières. Alors la ligne droite des Unodières, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est peut-être la plus belle ligne droite du monde. Vous êtes sur une route départementale, pas loin du Mans, des rails de sécurité de chaque côté, et encore qu'à l'époque il n'y en avait pas toujours, des platanes, et c'est pied planche, c'est gouache à bloc, il faut rien lâcher. Alors ce que vous voyez là, c'est une WM P88.
Ce truc-là, c'est animé par un moteur que Peugeot va saigner, c'est le V6 PRV, biturbo, 3,7 litres de 900 chevaux. C'est peut-être un des V6 les plus barbares qu'ils ont pu fabriquer. Mais réellement, c'est un V6 qui marchait très très bien. L'objectif de Peugeot, il va être simple cette année-là au Mans. La victoire, ils s'en foutent. Finir les 24 heures, ils s'en foutent. La seule chose qu'ils veulent, c'est atomiser le record de Porsche dans la ligne droite des Unaudières. Et Porsche le tenait quand même haut, 391 km/h pour l'époque, c'était très violent. On est le samedi soir, 20h46, ligne droite des Unaudières. Roger Dorchy prend la P88, sort dans la ligne droite et là c'est pied planche et faut rien lâcher jusqu'au freinage. Et là il va chercher un 407 km/h, record absolu. Et ce record ne sera simplement et jamais inégalé. En fait, le record ne sera jamais inégalé, il est toujours actif ce record-là au Mans. Pourquoi? Parce que après, dans la ligne droite, et un peu à cause de Peugeot, l'ACO, donc qui est l'organisateur du Mans en fait, va décider de venir mettre des chicanes dans les Unaudières pour éviter d'aller chercher des vitesses comme ça. On a vu des accidents au Mans, qu'est-ce qui ont volé au-dessus de la piste, notamment dans les Unaudières, et pourtant il y avait quand même des chicanes. Donc là à l'époque, pas de chicane, une P88, 900 chevaux et 407 km/h. Juste de la folie en fait, c'est vraiment de la folie. Là où ça va être fort, c'est que Peugeot sait son record, ils savent qu'ils sont allés chercher les 407 km/h. Mais ils vont déclarer officiellement avoir atteint les 405. Pourquoi? Simplement parce qu'ils ont des 405 en concession. Et franchement, le coup de com' est tellement magnifique que les mecs vont se dire on a pris 405 km/h dans les Unaudières et on colle ça en gros dans la pub pour dire achetez nos 405 quoi. En fait, pour en finir avec cette sainte année 88, Harry Vatanen va prendre l'avion avec Peugeot. Ils vont aller direction le Colorado, direction une course juste fabuleuse, Pikes Peak. Et là, Peugeot va lui fournir un monstre, il n'y a pas d'autre mot. Une 405 T16 préparée édition spéciale Pikes Peak. Ce truc-là, c'est juste un monstre. Un 2 litres, 880 kg, 600 chevaux, 4 roues motrices, 4 roues directrices. Vatanen va faire sa montée de course et il va les faire claquer un temps magnifique de 10,47,77. En fait, Peugeot va en profiter pour tourner un film qui s'appelle Climb Dance, que vous trouvez sur YouTube, je vous mets le lien dans la description. Et Vatanen va nous offrir le mouvement, le move en auto, jamais vu, qu'on verra potentiellement sûrement jamais. C'est tu peux lever le bras mais pas le pied. Dans la 405, dans la montée de Pikes Peak, le mec est à bloc, d'accord? Le mec il lâche rien nulle part. Et vous, quand vous avez du soleil dans la gueule, vous baissez le pare-soleil en fait. Lui dans la 405, il n'y en a pas, c'est une caisse de course, c'est vide. Et qu'est-ce qu'il va nous faire le Harry? Il va nous mettre la main devant les yeux, tranquillement, une main sur le volant, et il va monter comme ça, avec son plus beau passage, et c'est lui qui va déclarer en fait à l'arrivée « Tu peux te permettre de lever la main, mais pas de lever le pied ». Cette phrase, elle va rester mythique. Bon, en 89, Peugeot retournera à Pikes Peak, ils regagneront à nouveau Pikes Peak avec Robbie Unser au volant, avec une 405 T16 Pikes Peak aussi. Cette fois, par contre, pas de record établi, le record de Vatanen y est et il va tenir pendant des années. C'est quasiment fini pour cette période. En fait, en 89, Peugeot va retourner à nouveau au Dakar. Vatanen va gagner le Dakar sur encore une 405 T16 Grand Raid. Voilà, le mec il est inarrêtable en fait. Alors en 90, Peugeot va retourner au Dakar. Ils veulent y retourner, donc ils y envoient, ils engagent les voitures. Ils vont faire quelque chose que sûrement on ne reverra jamais, un triplé. Première, deuxième, troisième place, 3 Peugeot 405 T16 Grand Raid qui glane le podium. Les mecs sont arrivés, on dit bonjour, excusez-moi, ils ont pris le podium et ils se sont barrés avec. Ça deviendra plus ou moins des légendes du Dakar à ce moment-là. Et ça reste toujours d'ailleurs des légendes du Dakar. Bon, un podium 100% Peugeot, c'est quelque chose qu'on verra très peu et qu'on ne reverra sûrement plus jamais en fait. Bon, pour finir un peu dans cette période, en 92, en endurance, Peugeot engage des 905. Alors ces 905, ça ressemble à ça. Et ils vont simplement aller au Mans, et au Mans, ils vont récupérer la première et la troisième place. Et ils vont revenir en 93, mais là, cette fois en 93, première, deuxième, troisième place. Allez, 3905, merci messieurs dames, le podium du Mans, c'est pour Bibi. Voilà, les mecs qui arrivent font pas de la figuration, ils n'ont pas le temps, en fait, ils viennent pour gagner, c'est tout. Voilà, nous voilà en 1996, Peugeot revient en championnat des rallyes, cette fois en groupe A. C'est groupe B disparu, groupe A arrive, c'est le bordel. En groupe A avec une voiture qui va simplement être une machine de guerre,
la 306 Maxi Kit Car. Bon, on va faire simple, 96-97, Gilles Panizzi engagé en championnat de France des rallyes avec une 306 Maxi, il remporte tout. Le mec, il gagne les 2 championnats, 2 années successives. Pour la sortie d'une machine comme ça, et ses premiers tours de roue, bah, il fallait quand même y aller. Surtout qu'à l'époque, en kit car, il y avait du monde. Il y a un paquet de gars qui viennent se battre. Hein. Renault avec sa Mégane, Peugeot avec la 306. Moins vu chez nous, mais Seat avec la Ibiza kit car. Il y en aura pas mal en Espagne, très peu chez nous, mais voilà. Il y aura quand même du monde hein, en kit car. Niveau circuit Super Tourisme, il y a là une voiture qui vient de sortir prod, hein, la 406 Super Tourisme. Elle devient championne du monde dans un championnat qui en fait c'est la 406 STW. C'est ce qui deviendra après le DTM, le championnat de tourisme allemand. Bah la 406 elle gagne là-bas, donc il n'y a même pas que chez nous en fait. Hein. Peugeot ils prêtent des bagnoles n'importe où, les mecs ça gagne, hein. C'est efficace quoi. 98 au Tour de Corse, victoire de Colin McRae et Nicky Grist sur Subaru Impreza WRC. Parce que là ça y est, le WRC est arrivé, hein, la création du WRC est effective. Deuxième place de François Delcourt et Daniel Gratalou sur 306 Maxi. Devant, la Sub, c'est une 4 roues motrices de litre turbo, c'est un monstre, c'est taillé pour la compète. La 306, Bichette, elle a beau être taillée pour la compète, derrière, 2 roues motrices, faut attaquer quoi. Troisième place, ça sera à nouveau une Impreza. Hein. Et quatrième place, Gilles et Hervé Panizzi sur 306 Maxi. Si on fait simple, le Tour de Corse, c'est une manche du championnat du monde. C'est-à-dire que tous les gros viennent se battre pour le championnat. Eux se battaient que pour le championnat de France en fait. Donc ils sont venus avec des 2 roues motrices, de surcroît des tractions, hein. Ça aurait été des propus, on peut peut-être se démerder, mais là avec des tractions. Moteur atmosphérique, face à des 4 roues motrices turbo, qui se battent pour le championnat du monde. Avec des mecs, Colin McRae, ça roulait quoi. Et bah les mecs vont quand même, Peugeot va quand même réussir à placer 2 Lyon au milieu du podium, dans les 4 premières places, alors que sur le papier, ils étaient absolument pas à leur place, c'était pas du tout ce qu'ils pensaient avoir. Mais bon, le Tour de Corse, pour ceux qui l'ont jamais vu, c'est des murs d'un côté, des rochers de l'autre, des parapets, c'est que du sinueux. Ça demande des petites voitures ultra agiles, et là franchement la 306 elle était à sa place. Bon, en 98, on va aller passer de l'autre côté de la frontière, on va aller chez nos amis belges. Et chez nos amis belges, il y a des séries spéciales de Peugeot qu'on n'a pas eu en France. La 306, il y a une version qui est la 306 GTI. Nous, on n'a pas eu de GTI, hein, on a eu la S16, la XSI par exemple. Et ils ont une série spéciale sur circuit, une promotion qui s'appelle le Procar. Le Procar, c'est de l'endurance, simplement avec des caisses plus ou moins dérivées de tourisme du groupe A. Et bien en fait, nos amis belges vont engager des 306 GTI en Procar et ils vont aller gagner les 24 heures là-bas de Spa-Francorchamps. Grosse course d'endurance, hein, tous les amoureux de sport auto ont au moins une fois entendu parler de Spa-Francorchamps et cette magnifique montée d'eau rouge et du Raidillon. Et bah la 306 va rouler là-bas, va gagner en Procar en 98 et va devenir championne de Belgique d'endurance. Bon, l'année suivante, donc en 99, il retourne à Spa, triplé. Voilà, triplé Peugeot 306 GTI Procar. Allez, merci monsieur dame, on embarque ça pour l'endurance. Et en 2000, ils vont revenir avec une 3e place. Et au passage, ils auront glané, je crois, 1 ou 2 fois le titre de champion en endurance. Clairement, la 306, ça a été, peut-être pour ceux de ma génération, la machine qu'on rêvait tous d'avoir, ou au moins de rouler une fois, ou pouvoir monter dedans une fois. En fait, clairement, la 306, peu importe la version, hein, en kit car, en normal, en procar, peu importe, ça a été une voiture qui a fait rêver. Et qui fait toujours rêver. On avait parlé dans la première vidéo. Elle fait tellement rêver que Sébastien Loeb s'en est fait construire une. Je veux dire, le mec a fait le Var quand même, avec une 306 Maxi. Dernièrement, il y avait aussi Thierry Neuville, par exemple, qui s'en a fait construire une, qui a fait le FL Rally, il me semble, avec. C'est comme quoi, c'est une caisse qui est déjà, d'une part, toujours efficace, et qui fait rêver. Il n'y a pas de secret. Ce bloc, écoutez-moi le bruit de ce bloc 4 cylindres de litres. Pouah, ça marchait, quoi. Bon, malheureusement, c'est une caisse qui, qu'on le veuille ou non, avec le règlement, sera vouée un jour à disparaître. Alors qui n'a pas entendu parler du fameux bug de l'an 2000? Et on s'en fout en fait. Nous c'est surtout l'arrivée de Peugeot en WRC. En fait en 99 ils vont débarquer en WRC avec une nouvelle voiture qu'ils ont créée, hein, qui est déjà sur production, qui est la 206 WRC. Pour le début des années 2000, grossièrement, suprématie Peugeot. 2000, 2001, 2002, la 206 WRC gagne 3 fois le championnat du monde. Voilà, merci monsieur dame. Bon, c'est pas compliqué.
Sur les 3 années, 3 titres constructeurs. 2 titres de pilote pour Marcus Grönholm, qui est clairement pas un an. 19 victoires en 3 saisons, c'est juste monstrueux. Bon, par contre, la suite, c'est pas terrible. En 2004, en fait, 2004-2005, Peugeot va arrêter la 206 WRC. Et ils vont faire rentrer leur nouvelle voiture, qui est la 307 WRC. Alors, sur le papier, l'idée était bonne. Mais que sur le papier, malheureusement. Bon, bah résultat, 3 victoires en championnat sur 2 saisons. Ouais, bah oui, c'est de la merde. En fait, ça a été compliqué à cette époque-là. Peugeot n'a pas mis spécialement de budget. Le développement de la voiture est assez bizarre. En fait, l'équipe de Peugeot Sport à cette époque-là était un peu chelou. Une caisse, pas réellement taillée pour aller faire de la compétition, hein, faut se le dire. Et le problème, c'est que pas de budget, une caisse pas efficace, pas de victoire, et on va commencer tout doucement à enterrer Peugeot Sport en fait. Et ça va être le début du déclin de Peugeot Sport et jusqu'à sa chute. Malheureusement, c'est ce qui va emmener la fin plus ou moins de Peugeot Sport en officiel. En fait, Peugeot va continuer à briller en championnat, mais cette fois en endurance, avec la 908 HDI FAP. Oui, parce que là, de 2007 à 2011, 20 victoires sur 32 courses. Les mecs, ils ont tout mangé. Ils ont bouffé le championnat avec cette voiture. Ah, et au passage, en 2009, doublé au Mans, 24 heures du Mans, 908 HDI FAP. Merci, monsieur Lam. Arrivé 2011, Peugeot est en train de broyer le championnat du monde d'endurance. C'est simple, il n'y a pas mieux. Il n'y a pas plus rapide, il n'y a pas plus efficace. Et Peugeot arrête le programme. Ils mettent un HDI en endurance et ils gagnent. Ils développent un HDI FAP qui est efficace, qui marche très très fort. Ils gagnent absolument tout. Ils arrivent, bonjour, excusez-nous, on arrête tout. Les mecs ont simplement stoppé le programme endurance en plein milieu de l'année. Et là, en 2013, ils se disent, tiens, il y avait une course, on avait le record à une époque, on avait un pilote qui était monté très fort, hein, un petit Vatanen qui avait bien roulé, et si on y retournait, c'est le retour de Peugeot à Pikes Peak. Et là, cette fois, en pilote, ils prennent pas une chèvre, mais vraiment, c'est pas Joel Clodo, hein. Ils prennent Sébastien Loeb et ils lui fabriquent une caisse sur mesure taillée pour Pikes Peak. Cette caisse-là, c'est celle-là, c'est la Peugeot 208 T16 Pikes Peak. En fait, Peugeot va prendre une voiture de série, hein, la 208, type 208 standard, et ils vont se dire, on pète un câble. Vraiment, on pète un plomb, et ils vont tailler une machine de guerre spécifiquement pour Pikes Peak. Moteur V6, biturbo, position, centrale arrière. Pourquoi? Pour avoir une caisse la plus équilibrée, la plus saine possible. 3 litres d'eau, 24 soupapes, 875 chevaux, ok? On est bien d'accord? Poids de la bagnole, 875 kg. Un rapport poids-puissance de 1 pour 1. C'est-à-dire que pour faire avancer 1 kg de la bagnole, il y a un cheval de disponible. Tu mets sûrement l'un des meilleurs, si ce n'est le meilleur pilote du monde là-dedans. Peugeot s'est dit, on vous donne la caisse. En fait, on fabrique la caisse. On met le pilote qu'on veut dedans. Ça, c'est la montée. Vas-y, bonhomme, éclate-toi. Là, tu sens que les chevaux, ils sont là et que le garçon, il est clairement pas là pour venir chercher les haricots. Alors, Pikes Peak, pour ceux qui savent pas, c'est pas une course de côte comme chez nous. C'est pas une petite course de côte qui fait 2 km. Non, non, on parle de 19 km 930, ok? Où tu montes à bloc, tu te prends du dénivelé plein la gueule, tu perds de l'oxygène, parce que oui, si vous regardez bien sur l'image, il y a une bouteille d'oxygène à côté de lui, parce que c'est la montée en altitude, et la perte d'oxygène, il y avait moyen de tomber dans les vapes dans la voiture. Ça demandait tellement un effort pour la piloter. En fait, il va prendre le départ, il va faire sa montée et il va claquer un temps de 8,13,878. Imaginez juste faire 20 bornes en 8 minutes 30. Le mec, c'est ce qu'il a fait dans une route, comme ça, sinueuse à mort. D'un côté, c'est la falaise, de l'autre côté, c'est un trou. Et le gars claque un record du monde et qui va rester pendant un sacré bout de temps. En fait, en 2015, Peugeot va aussi gagner le titre en équipe, mais cette fois en rallycross avec la 208 WRX. Bon, en fait, 2016, Peter Hansel va simplement arriver au Dakar avec un 2008 DKR et gagner le Dakar. Voilà, pas le temps de niaiser le garçon. Bon, nouvelle édition, nouvelle voiture. 2017, fin de la 2008 DKR, elle est remplacée par la 3008 DKR, version améliorée en gros de la 2008. Et Peugeot, ils se pointent au Dakar et ils refont un triplé. Le triplé est simple, Peter Hansel, Loeb, Després. Que des mecs qui se traînent, non je déconne, que des dieux, des gars qui ont des coups de volant de folie. Et en 2018, Carlos Sainz va gagner à nouveau le Dakar sur un 3008 DKR. Et là, Peugeot va annoncer son retrait du Dakar. En fait, suite à ce retrait, Peugeot va continuer à rouler, mais en version client. C'est-à-dire que vous comme moi, si vous avez le budget, vous achetez une voiture, vous achetez le kit client
Peugeot et c'est des caisses de course préparées par Peugeot, mais vous n'êtes pas suivi par la structure Peugeot. Vous n'avez pas les ingés, c'est pas l'usine qui vous suit, vous roulez en client, donc en écurie privée. Alors évidemment, j'ai pas parlé de toute la genèse de Peugeot Sport. Il y a encore plein de trucs dont on peut parler, des choses qui ont été chez nous, hein, par exemple la 106, la Coupe 106. Pour ceux qui ont commencé le rallye ou qui ont fait du rallye, la 106 c'est sûrement une des caisses que beaucoup ont piloté. Et en fait, à l'époque, c'était une super caisse pour débuter. Il y avait un trophée dessus. La 106, on l'a trouvée en N2, donc en groupe N. On l'a trouvée en groupe A, c'était un groupe N amélioré. On l'a trouvée en A6, S, c'était du Super 1600. Elle est même sortie en kit car. On a eu la 106 kit car, qui était aussi un monstre. Donc il y a eu plein de variantes. Il y a eu surtout des courses qui ont été faites dessus, des trophées pour relever des talents avec la FFSA. Peugeot, il y a eu quoi? La 206. Alors, on a parlé tout à l'heure de la WRC, mais il y a eu plus petit. La 206, on la retrouvait en groupe N, on la retrouvait en groupe A. Et il y a eu un volant, le volant 206A6. Et ce volant 206, la coupe, eh ben, il y a quand même un mec qui l'a gagné, un certain Sébastien Ogier, qui a gagné ce couple-là et ça lui a permis de partir derrière dans la carrière qu'on connaît. Tout à l'heure, on parlait de Spa-Francorchamps, de la caisse en Procar. Bon, ça a été très simple en fait. Peugeot a engagé un 806. Voilà. Un 806 Procar qui a couru aux 24 heures de Spa-Francorchamps en 95. Alors, le 806, c'est pas le 806 que vous prenez pour aller poser la belle-mère ou aller faire les courses ou emmener les gamins. Non, non. 806 Procar, c'est-à-dire qu'en fait, c'est un châssis de 806, des trains roulants de 306 Maxi couplés à des trains de 406 Super Tourisme. Un mix de tout ça, les mecs ont pris ça, on va balancer ça aux 24 heures de Spa-Francorchamps. En fait, ce 806, pourquoi ils l'ont fait? C'est une écurie belge qui a eu l'idée de le faire et c'était juste un putain de coup de génie. C'est un coup de pub, mais un coup de pub énorme. Vous avez une caisse qui est un 806 qui roule à Spa et ça a été un coup de com magnifique. Et mine de rien, le 806 s'en sortait vraiment pas mal, il a quand même très très bien roulé. Sinon, plus chez nous et plus actuel, il y a par exemple une 205 qui a été préparée. Alors là, c'est pas Peugeot, c'est une préparation privée. La 205 Proto de Foucard qui roule en rallye. Dedans, c'est un moteur Wankel, un moteur rotatif Mazda. Voilà, je vous laisse les images. Vous voyez la machine que c'est. Bon, si on devait faire un résumé, Peugeot Sport, c'est quoi? 5 titres de champion du monde constructeur, 4 titres de champion du monde pilote, 7 victoires au Dakar, 3 victoires à Pikes Peak, dont quand même 2 records du monde. 3 victoires aux 24 heures du monde, dont un triplé historique qui sera sûrement jamais détrôné. Un titre en IRC, c'est la catégorie en dessous du WRC, et un titre en écurie, enfin en équipe en WRX. Peugeot Sport surtout, qu'est-ce que ça a été? Ça a été des gens comme vous et moi, des pilotes qui ont rêvé de ces voitures-là, des spectateurs qui ont juste vu ces caisses et halluciné, avoir des 306 Maxi, passer comme des tarés, avoir des 206 WRC, taper des donuts en pleine spéciale. Ça a été ça, ça a été aussi de l'endurance, des grandes heures d'endurance, faire briller le drapeau tricolore sur un podium. Merci Peugeot, parce que c'est quand même grâce à eux qu'on y est arrivé un paquet de fois. Après, au fond, Peugeot Sport a disparu, mais est-ce que c'est pas vraiment les souvenirs qui nous ont laissés les plus beaux?